Alors, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo et nouveau cours sur la loi aujourd'hui. D'abord, quelques informations d'ordre technique. Ma bande passante à Chartres ne me permet pas d'uploader de vidéos sur YouTube. Le débit est trop faible. Donc, il faut que je rentre tous les mercredis chez moi à Paris pour pouvoir le faire. Et par conséquent, il va falloir que vous fassiez passer à vos camarades le message suivant, si vous le pouvez dès aujourd'hui. Les vidéos peuvent être mises en ligne le mercredi après-midi et le vendredi soir, mais pas le lundi soir, pas le mardi soir, et pas... enfin, le restant du temps, ça ne vous concerne pas, effectivement, puisque je n'ai pas cours le jeudi. Donc voilà, c'est simplement cette information qu'il faudrait faire passer à vos camarades. Je ne peux pas uploader de vidéo le lundi et le mardi. Il faut prendre votre mal en patience. Alors, Marwan. Ouais. Alors, Marwan, vous pouvez totalement dire des commentaires débiles, comme d'habitude, comme vous le soulignez, puisque de toutes les manières, le micro du Mac ne vous enregistre pas. Il n'enregistre que ma voix. Il n'est pas suffisamment puissant pour capter en fait les inanités que vous pouvez proférer. C'est dommage, c'est dommage. On est protégé d'une certaine manière par la faiblesse du micro. Euh, Dieu merci. Alors, on va reprendre le cours là où on l'avait laissé, c'est-à-dire sur Blaise Pascal. Il me semble qu'on avait fait une synthèse de ce que nous avions vu, ou pas du tout. Je me mélange les pinceaux. Est-ce que vous avez vu la vidéo sur le cours de vendredi? Il faut voir la vidéo sur YouTube. TG 4, non. STI 2D2. Ah d'accord, merci Marwan. Euh, le cours doit être rattrapé sur YouTube, on est bien d'accord. Est-ce que je vous ai fait cours sur Pascal ou pas? Oui ou non? Une petite synthèse sur Pascal donc. Ok, très bien, merci. Merci. Alors, on attaque je reviens un petit peu quand même sur ce que dit Pascal dans les pensées et on fait à nouveau une petite synthèse du cours. Alors, j'avais dit que Pascal avait dans les pensées, aussi dans une œuvre qui s'appelle Les Provinciales, qui est une série de lettres euh, et surtout, les lettres sur la condition des grands. Pascal mène une critique de la légitimité du pouvoir fondée sur une soi-disant justice en soi. Autrement dit, ce que dit Pascal, c'est que le pouvoir est exercé par les forts, il n'est pas exercé par les plus justes. Okay. Donc on n'a aucune raison de penser que les plus forts sont automatiquement les plus justes. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir qui sont les plus justes. On a perdu, c'est ce que va expliquer Pascal dans un autre texte des pensées, on a perdu notre conception euh, native, originelle de la justice. Alors pour Pascal qui est chrétien, nous avons perdu cette conception au moment de la chute avec un grand C, pardon, c'est-à-dire quand Adam et Ève ont quitté le paradis, ont été chassés du paradis. Mais pour Pascal, surtout, s'il y avait une conception naturelle de la justice,
les hommes sont devenus tellement différents par leur culture, par le mouvement de l'histoire, que de toutes les manières, maintenant, il y a autant de peuples, il y a autant d'époques qu'il y a de conception de la justice et inversement. Okay. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir au pouvoir, mais il faut être lucide sur les raisons pour lesquelles on obéit au pouvoir. Okay. Donc on va faire une petite synthèse là-dessus. Quelle était la dernière phrase que vous aviez notée? Il y a donc chez Pascal un droit de plus fort, et ce droit, suis-je à dire, ce qu'est le droit. D'accord, très bien. Alors, Pascal ne considère pas que le plus fort est le plus juste. Pascal ne considère pas que le plus fort est le plus juste pour une raison fondamentale. Pour une raison fondamentale. L'être humain est incapable. Oui. On l'a un petit peu dit, mais là je le reformule. Pour une raison fondamentale, l'être humain est incapable de connaître le juste en soi. L'être humain est incapable de connaître le juste en soi. Pour Pascal, si nous avions pu connaître naturellement, ce qu'est la justice, si nous avions pu connaître naturellement ce qu'est la justice, au temps des origines de l'humanité, cette connaissance s'est perdue. Au fil de la différenciation des cultures. Cette connaissance s'est perdue au fil de la différenciation des cultures. Alors autrement dit, la justice d'un peuple ou d'une époque, sera l'injustice d'un autre peuple et d'une autre époque. Henri Georges ? Oui, la justice d'un peuple sera l'injustice d'un autre peuple et d'une autre époque.
Qu'est-ce que la justice au fond? C'est la coutume. Alors, il y a un point que je voudrais préciser. Euh, Pascal va développer un concept de la tyrannie qui est extrêmement précis et qui, à vrai dire, est très original. Euh, on peut en trouver d'une certaine manière les origines chez Platon, c'est le mythe de l'attelage ailé, mais Pascal va reformuler cette conception et lui donner une clarté enfin, qu'elle a rarement en fait en philosophie. Euh, Pascal va considérer que la tyrannie, c'est ce qu'il appelle la confusion des ordres. Alors je vais vous lire le texte qui est concerné, mais avant je voudrais vous l'expliquer. Est-ce que quand on est fort, quand on est fort, d'accord, quand on est fort, on est cru? Oui, est-ce que quand on est fort, on est cru? Ouais, oui, non. C'est-à-dire, on va être cru sur parole lorsqu'on est fort. Ouais, 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 non. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à croire? Bah, si on me met un flingue sur la tempe et qu'on me dit crois, 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 crois-moi, est-ce que je vais être incité à croire? Je ne pense pas en fait. Ça ne sera pas sincère. Si je vous dis je te crois, ça ne sera pas sincère, Marwan. Non, c'est pas la question que je pose. C'est est-ce que parce que j'ai des muscles ou une arme de destruction massive, vous allez me croire sur parole? Winel. Ça dépend de la personne, mais est-ce que ça dépend de la force de cette personne? Non, ça ne dépend pas de la force. Est-ce que parce que, je ne sais pas moi, une femme est belle, elle sera crainte? Ok, Augustin, effectivement. D'accord, ok, ne terminez pas cette phrase, Augustin. Euh, Ok, bah ça valait le coup de vous poser la question, effectivement. Je vois que certains d'entre vous ont déjà une certaine expérience des choses de l'amour. Euh, c'est bien, vous êtes déjà blasé. C'est la meilleure leçon de vie qu'on puisse vous donner. Euh, je voudrais vous lire un texte pour que vous compreniez bien le problème. C'est un texte qui est encore une fois tiré des pensées de Pascal. Écoutez-moi bien et vous allez comprendre. La tyrannie consiste au désir de domination. Chut, Augustin, remettez-vous. La tyrannie consiste au désir de domination universel et hors de son ordre. Diverses chambres, de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Ok. Vous avez les forts, les beaux, les bons esprits et les pieux, c'est-à-dire, pour Pascal, l'ordre de la force, l'ordre de la chair, la beauté, le plaisir sensuel de la beauté, du Calmwinel, les bons esprits, c'est-à-dire l'intelligence, l'ordre de l'esprit, et les pieux, c'est-à-dire les personnes, les âmes qui ont la foi, et
Pascal appelle cela l'ordre de la charité. Chacun règne chez soi, c'est-à-dire que chacun a son propre domaine, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Parfois, un religieux va rencontrer un fort. Parfois, une personne qui a de l'autorité intellectuelle va rencontrer quelqu'un qui est beau. Okay. Et le fort et le beau se battent sottement. À qui sera le maître l'un de l'autre? Car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas, et leur faute est de vouloir régner partout. J'arrive, Marwan. Rien ne le peut, non pas même la force. Rien ne le peut, non pas même la force. C'est-à-dire que même la force ne peut pas s'imposer dans tous les domaines, ne peut pas s'imposer partout. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est maîtresse que des actions extérieures. Ainsi, ses discours sont faux et tyranniques. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites. Devoir d'amour à l'agrément, d'avoir de crainte à la force, devoir de créance à la science. On doit rendre ces devoirs-là, on est injuste d'en demander d'autres. Autrement dit, ce que dit Pascal, c'est que non pas tout travail mérite salaire, mais chaque mérite, d'une certaine manière, mérite un respect différent. La beauté mérite l'amour. L'intelligence mérite la créance. La force mérite la crainte. Et la charité mérite un amour non pas charnel, mais spirituel. Okay. Un respect, non pas charnel, mais spirituel. Marwan. Eh bien, vous êtes à la fois craint et aimé, Marwan, puisque vous êtes beau et fort. Simplement, faut bien comprendre que c'est pas parce que vous êtes fort que vous serez aimé, c'est parce que vous êtes fort que vous serez craint. Et ce n'est pas parce que vous êtes beau que vous serez craint, c'est parce que vous êtes beau que vous serez aimé, et il ne faut pas confondre les ordres. La tyrannie commence lorsque quelqu'un de fort dit « aimez-moi puisque je suis fort ». Je ne vous fais pas un dessin, ça s'appelle un viol. Okay. Quand quelqu'un de fort exige l'amour, merci Augustin, je n'avais pas besoin des bruitages. Quand quelqu'un de beau demande à être craint, c'est ridicule. C'est ridicule. Okay. Augustin. J'ai un peu peur, mais allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé d'amour charnel. À l'époque, on avait l'amour spirituel. Oui. Moi, j'ai une question au sujet de l'amour charnel. Supposons un homme, il est en relation avec une femme. Oui. Vous savez que je vais devoir reformuler votre question pour le micro parce que le micro ne vous entend pas. Ok, bon, alors je m'accroche. En relation avec une femme. Oui. En relation, vous avez capté. Oui, j'ai compris. Refuse l'amour charnel. C'est pas de l'amour, ça. Non. La femme refuse l'amour charnel. Elle n'a pas voulu toucher ton Alors, l'avis du prof. Donc, la question d'Augustin, je le dis pour les éventuels policiers qui pourraient regarder cette vidéo sur YouTube. La question d'Augustin, c'est j'ai une relation avec une femme qui ne veut pas avoir de relation charnelle avec moi. Comment est-ce que ça s'appelle ? Non. Ah, c'est de l'amour. Bah, la réponse est évidemment. On peut appeler ça de l'amour. Parce qu'on appelle ça faire l'amour. Ça fait partie de l'amour un peu. Arrête, il faut parler. Ok. Le sexe fait-il partie de l'amour, en gros ? C'est ça la question, Augustin. Alors,
j'aurais tendance à penser que oui, et je pense qu'un couple sans amour charnel, ça peut fonctionner, mais après 80 ans, quoi. Euh, ah oui, il y a une amitié, évidemment, qui ne passe pas par des relations charnelles, évidemment, et c'est évidemment que cette amitié peut exister entre tout à fait la même chose. Euh, je pense sincèrement aussi que, et je ne suis pas je pense que vous aurez deviné que je ne suis pas un social justice warrior LGBTQSI+. Je pense aussi qu'on peut qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des sentiments amoureux pour une personne sans forcément éprouver de désir sexuel. Alors effectivement, comme vous dites, Augustin, on n'a pas le temps. Et effectivement, à ce moment-là, il vaut mieux tracer sa route. Mais faut pas. Merci monsieur. Comment je dis ça, mais c'est un bâtard. Désolé, passe ma route. Passe ma route. Passe ma route. Sylvie, elle a besoin de... Bah écoutez, Sylvie sera ravie de l'apprendre. Parfois, non mais j'adore enseigner au STI parce qu'on a des conversations qu'on n'a vraiment pas avec les séries générales, qui sont légèrement coincées de ce point de vue-là. Et en vrai, ce sont des sujets qui sont importants. Alors, il y a un phénomène qui est intéressant, qui s'appelle la sexualité, et ça consiste à pouvoir éprouver des sentiments amoureux sans éprouver de désir sexuel. Très sincèrement, moi qui suis... alors, je sors de mon devoir de réserve. Moi qui suis un hétéroplouc, si vous voulez, parfaitement traditionnel, j'aurais du mal, enfin je pense même que je ne pourrais pas être en couple avec une personne asexuelle. Ça me semble évident. C'est quelqu'un, Winel, c'est quelqu'un que vous ne souhaitez pas forcément rencontrer. En tout cas, je soupçonne que ça serait difficile pour vous, parce que ça l'est aussi pour moi. C'est une personne qui n'éprouve pas de désir sexuel pour vous, alors qu'elle éprouve des sentiments amoureux pour vous. Ça existe. Ça existe. C'est, à mon avis, relativement... Enfin, en tout cas, je ne fais qu'exprimer mes préjugés. C'est assez difficile à vivre pour quelqu'un qui obéit à des schémas parfaitement traditionnels. Winel. Oui, il faut distinguer la sexualité. Il faudrait distinguer le désir sexuel du sentiment amoureux. À vrai dire, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Au temps du roman de chevalerie, ce qu'on appelle l'idéal courtois de l'amour. L'amour courtois, c'est précisément un sentiment amoureux qui lie un chevalier à une dame et qui réprime en tout cas la pulsion sexuelle. L'amour qu'un chevalier porte à sa dame, c'est un amour qui est vraiment un sentiment amoureux, mais qui ne passe pas par le sexe. Et ça, c'est pas un phénomène nouveau. C'est pour ça que je me permets d'en parler sans forcément adhérer au schéma des Pokémon platine, LGBTQ, etc., etc. Merci Marwan. Marwan, je sens que je vais pas être déçu encore une fois. Stipuler. Pour les hommes, pas pour les femmes en tout cas, pour les hommes, sauf s'il y a eu un traumatisme par le passé, un homme qui a envie d'aimer sans avoir un rapport sexuel derrière, ça n'existe pas. On a tous la dalle, ça n'existe pas. Non, monsieur, c'est pas une question d'avoir la dalle. On peut être amoureux, mais frère, je veux dire, t'es amoureux. Tu désires la personne que t'aimes un peu. Non, mais non, je
amoureux, tu désires la personne que t'aimes. Genre, la personne, elle veut pas que tu la désires. Genre, tu lui parles de ça, ouais, t'es un bâtard, tu penses quoi, tu penses pas ça. Mais non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bon, je crois que je vais m'équiper d'un micro pour pour que tout le monde puisse profiter de vos interventions. Non, mais je suis en Euh, fait, ça me touche. Personnellement, ça me touche. Du coup, ça me touche pas, frérot, tu te vois, c'est ça le truc. Alors, très sincèrement, je pense que il y a une sorte de situation habituelle. Très clairement, surtout, mais j'ai des membres de ma famille qui ne se sont calmés qu'une fois avoir atteint l'âge canonique de 85 ans, donc je pense que c'est, je pense que c'est vrai relativement tard. Je pense effectivement que la libido masculine est surdéveloppée. Mais il faut apprendre à la canaliser, hein. C'est ce que Fabrice Lucchini appelle, d'un terme que je trouve assez joli, la paix du slip. La paix du slip. C'est un acteur français. Vous regarderez ses vidéos sur YouTube. Après les miennes, ça fera un contraste étonnant. Mais c'est un acteur que j'admire beaucoup. Alors, je reviens à mes moutons. J'étais sûr qu'on allait déraper, je ne dis pas glisser, en abordant le sujet de l'amour charnel. On fait une petite synthèse. On fait une synthèse propre, hein, dans le respect des valeurs de la République. Il faut que j'arrête avec cette blague, ça va m'attirer des ennuis. Donc, Pascal élabore un concept précis de la tyrannie. Il élabore un concept précis de la tyrannie. Bon, Augustin vient de faire un calembour affreux. Comment il l'attire, Annie? Merci, Augustin. Je pense que cette vidéo va faire énormément de vues sur YouTube. Je pense qu'il va pas la poster. Il va la regarder, mais c'est non. Alors, c'est-à-dire la confusion des ordres. Chaque qualité représente un domaine, donc Pascal dit ordre, chaque qualité représente un domaine, pardon, et une maîtrise distincte. Pour lesquels on ne doit pas les mêmes égards. Pour lesquels on ne doit pas les mêmes égards. Ou, pardon, auxquels on ne doit pas les mêmes égards. Excusez-moi. Je pense encore à Annie.
Le fort sera respecté parce qu'il sera craint. L'intelligent sera respecté parce qu'il sera cru. Le beau sera respecté parce qu'il sera aimé. Mais je reviens tout de suite vers vous, Henri-Georges, je finis simplement la synthèse. Le fort qui demande à être aimé ou le savant qui demande à être craint est tyrannique, parce qu'il sort de son ordre. Donc, et j'en ai quasiment terminé, en tout cas pour Pascal, donc la justice n'est pas simplement la coutume, c'est aussi le respect des ordres. C'est aussi le respect des ordres. Voilà. Fin du cours sur Pascal, je vais aborder un autre auteur dans pas longtemps. Henri-Georges, vous aviez une question? Oui, pourquoi l'auteur qui est beau, il est. Attendez. Oui, par exemple comme Winel. Ou Marwan, évidemment. Quand il est beau, il est. Vous avez dit, il est respecté. Alors, il est respecté, c'est-à-dire que normalement, on doit des égards à la beauté, et ces égards, ça peut être un amour d'ordre sensuel, effectivement. C'est dans l'ordre des choses que d'aimer la beauté, si vous voulez. Il y a quelque chose de tyrannique, si vous voulez, enfin, c'est ce que je pense en tout cas, lorsque des gens qui n'ont pas été forcément gâtés par la nature demandent, exigent d'être... Marwan, arrêtez de faire le con. Exigent d'être aimés, ou plutôt considèrent qu'ils ont un droit à être aimés. On voit ça justement au sein de certaines communautés où on se dit mais là on nage en plein délire, c'est-à-dire que face à l'amour il n'y a pas d'égalité de droit, c'est comme ça. Mais Pascal dit aussi face à la force il n'y a pas d'égalité de droit, face au savoir il n'y a pas d'égalité de droit. C'est-à-dire qu'il y a le respect d'une hiérarchie au sein d'un ordre. Il y a les plus savants et les moins savants. Il y a les plus forts et les moins forts. Il y a les plus beaux, on va dire, et les plus laids. Et c'est comme ça. Alors, non, alors certainement pas. Si on est beau, fort et intelligent, d'une certaine manière, on est
ça ne veut pas dire qu'il y aura confusion des ordres. Ça ne veut pas dire qu'il y aura confusion des ordres. Imaginons un roi de France, tiens, qui soit à la fois beau, fort et savant. Il ne sera pas considéré comme savant parce qu'il sera fort, mais parce qu'il est savant. Il ne sera pas considéré comme beau parce qu'il est roi, mais parce qu'il est beau, etc., etc. Autrement dit, c'est pas parce que Louis XIV se met à danser que c'est le plus grand danseur du monde. Okay. Ce n'est pas parce que Louis XIV se met à chanter qu'il est le meilleur chanteur du monde. Sa compétence artistique n'a strictement rien à voir avec sa naissance et le pouvoir héréditaire qu'il manie, le sceptre, dont il a hérité de son père. Okay. Ça, c'est très important à comprendre. Est-ce que ça va pour tout le monde, hein? Comme dirait le capitaine Haddock, nous avons dérapé, mais nous reprenons la route du coup avec un... Le capitaine Haddock, c'est Tintin. C'est une BD. Grand 2, peut-il y avoir une justice sans loi? Grand 2, peut-il y avoir une justice sans loi? Sans loi. Est-ce qu'il peut y avoir une justice sans loi? C'était un petit peu l'un des axes du problème qu'on avait élaboré dans l'introduction. On a déjà vu, d'une certaine manière, ce sujet lorsqu'on a abordé Hobbes et la question de l'état de nature. Vous vous en souvenez. La thèse de Hobbes, c'est évidemment sans loi pour tenir en respect chaque individu, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, il n'y a que ce que chaque individu peut conserver par ruse et par force, et étant donné qu'on est tous relativement égaux, on ne conserve pas grand-chose. Et on vit dans la peur. Alors, on va lire un texte tiré de la République... Non, de la République de Platon, non, pas de la République démocratique du Congo. Les textes de Platon sont tous, en tout cas tous ceux qu'on a pu retrouver, sont tous des dialogues. Ce sont tous des dialogues. Et qui dit dialogue dit personnage. Cela veut dire que les textes que nous lisons en classe ne reflètent pas nécessairement la pensée de Platon, la pensée authentique de Platon. Parfois, Platon va donner par l'intermédiaire, par l'entremise de certains personnages, va donner la parole à ses adversaires. Alors c'est le cas ici. On va lire un texte donc, qui est une intervention d'un personnage qui s'appelle Glaucon. Alors justement, Glaucon. Glaucon porte assez bien son nom, ne serait-ce que phonétiquement, parce que Glaucon, ça a donné un mot en français. Vous allez peut-être pouvoir le trouver. Oui? Non, justement pas. Glaucon. Glauque. Et qu'est-ce que le glauque? Le glauque, c'est ce qui... C'est pas strange, c'est pas bizarre. Le glauque, c'est littéralement ce qui ne laisse pas facilement passer la lumière. Et glauque, ce qui est obscur. Et évidemment, c'est une métaphore pour parler du type qui ne voit pas facilement la lumière, autrement dit, du type qui est un peu glaucon sur les bords. Ok? On s'est compris. Alors, qui a vu Le Seigneur des Anneaux ici? Ah, vous l'avez même lu. C'est bien ça. Des vrais geeks. Alors, vous allez reconnaître
un artefact, l'artefact central du Seigneur des Anneaux, évidemment, c'est l'anneau magique, l'anneau de Sauron. Donc en fait, vous allez aussi comprendre que Tolkien n'a pas forcément inventé grand-chose, il a puisé dans des légendes, dans des mythes très anciens. Augustin. C'est comme une théorie, je sais pas si c'est une théorie, mais un truc qui dit que l'originalité est morte depuis longtemps, C'est même tiré du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, rien de nouveau sous le soleil. comment ça c'est possible? Par exemple, je prends un exemple au hasard. Au hasard, Augustin, One allez-y. Piece. Pardon? One Piece. Ça s'est inspiré de plein de choses. Oui, C'est inspiré de le passé. bien Ça a sûr. créé quelque chose de totalement nouveau. Parce qu'on peut dire que c'est pas original. Moi, j'ai du mal à comprendre ce que l'originalité est. C'est très intéressant, Augustin. La question est de savoir ce que c'est que l'originalité. Et effectivement, on se rend compte que les œuvres qu'on considère comme originales puisent en réalité dans le passé, et même sont probablement celles qui ont le mieux intégré, ont le mieux digéré une multitude de traditions. Euh, mais il y a une manière, et c'est ça peut-être l'originalité. L'originalité, c'est s'approprier la tradition. D'une certaine manière, c'est rassembler tous les fils disparates de traditions différentes et produire effectivement une nouvelle tradition à partir de ces traditions. Pas toujours, non. Non, non, pas toujours, parce que il y a des gens qui sont serviles à l'égard de la tradition, qui n'arrivent pas à digérer la tradition et qui sont dans la copie, dans la reproduction permanente. Ceux qui sont vraiment originaux, on peut l'être dans l'art, mais on peut l'être aussi dans la philosophie, en fait. Ce sont des gens qui sont énormément imprégnés du passé, mais qui arrivent à le voir avec une certaine distance. Et ils ne peuvent le faire d'une certaine manière que parce qu'ils se sont pleinement imprégnés du passé. Winel, vous aviez une remarque? Alors justement, c'est pas tout à fait la même chose que l'originalité n'est pas l'excentricité. L'excentricité, c'est une manière spectaculaire de mettre en scène le fait que vous n'avez pas une idée à vous, en fait. Que vous êtes incapable de construire une pensée qui vous est propre et du coup vous allez vous allez vous agiter dans tous les sens pour essayer de montrer justement à quel point vous êtes original. Et ça, bon, c'est un phénomène qui est bien connu, mais ce n'est pas l'originalité. Alors, je vais vous lire donc ce texte. Tout le monde écoute attentivement. Tous les hommes prétendent que par nature, il est bon de commettre l'injustice. Ça devrait vous parler. Les hommes prétendent que par nature, il est bon de commettre l'injustice et mauvais de la souffrir, mauvais de la subir. Mais qu'il y a plus de mal à la souffrir que de bien à la commettre. Autrement dit, il vaut mieux ne pas avoir à subir l'injustice que de pouvoir commettre l'injustice. Aussi, chut, Augustin, oh, concentration. Aussi, lorsque mutuellement ils la commettent et la subissent, et qu'ils goûtent aux deux états, ceux qui ne peuvent point éviter l'un ni choisir l'autre, estiment utile de s'entendre pour ne plus commettre ni subir l'injustice. De là prirent naissance les lois et les conventions, et l'on appela ce que prescrivait la loi légitime et juste. Voilà l'origine et l'essence de la justice. Elle tient le milieu entre le plus grand bien, commettre impunément l'injustice,
Et le plus grand mal, la subir quand on est incapable de se venger. Entre ces deux extrêmes, la justice est aimée non comme un bien en soi, mais parce que l'impuissance de commettre l'injustice lui donne du prix. En effet, celui qui peut pratiquer cette dernière ne s'entendra jamais avec personne pour s'abstenir de la commettre ou de la subir, car il serait fou. Telle est donc Socrate, la nature de la justice, et telle son origine, selon l'opinion commune. Augustin, c'est quoi la justice? La justice, Oui, c'est-à-dire la justice. c'est-à-dire selon Glaucon. Quoi? Glaucon, il vient de parler de la justice, là. Ah, Ah, il faut écouter. ah ouais, C'est quoi le nom du texte? Le nom du texte, c'est le livre 2 de la République, République 2. Ok. C'est un texte qui est connu sous le nom du mythe de l'anneau de Gigès. Gigès, G majuscule, Y, G, E accent grave, S. Le mythe de l'anneau de Gigès. G, Y, G, E accent grave, S. Alors, je ne notez rien pour le moment, mais que dit Glaucon? Glaucon dit, il y a le plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est d'être un petit bâtard sans jamais être pris. De pouvoir commettre les pires des injustices sans être pris. Okay, sans être puni. Ça, c'est le plus grand des biens. C'est le plus grand des biens. Et le plus grand des maux, c'est de subir l'injustice sans pouvoir être vengé. Ça, c'est le plus grand des maux. Mais le plus grand des maux est plus important, en réalité, que le plus grand des biens. Il vaut mieux ne pas subir l'injustice sans pouvoir se venger que de pouvoir commettre l'injustice sans jamais être pris. En fait, le mal est supérieur au bien. Le mal doit être donc, l'éventualité de ce mal doit être prise en considération bien davantage que la possibilité du plus grand bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Okay, il vaut mieux ne pas subir d'injustice que de pouvoir en commettre. Ça va? Et donc, que dit Glaucon? La justice, c'est un compromis. C'est un compromis entre le plus grand bien et le plus grand mal. Le plus grand bien, c'est commettre l'injustice sans être pris. Le plus grand mal, c'est subir l'injustice sans pouvoir se venger. Et donc, qu'est-ce que c'est que la justice? La justice, c'est de pouvoir venger ceux qui subissent l'injustice et qui ne peuvent pas se venger par eux-mêmes. Okay, et renoncer aussi à pouvoir commettre l'injustice. Oui. donc, ma mère qui me force à ranger ma chambre alors que c'est une frère qui a foutu en bordel, c'est une injustice. Ma mère, c'est l'injuste. Et mon père qui renvoie à 4h du matin et qui me tabasse, c'est la justice. Non, absolument pas, Barouane. Je vois pas ce que ça a à voir avec la choucroute. Non, c'est pour ça. Ce que dit Glaucon, et ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si on nous laissait faire ce que nous désirerions le plus, si on pouvait le faire, si on avait le pouvoir de le faire, ça serait d'être injuste sans pouvoir être puni. Ça, c'est le plus grand des biens. C'est une thèse qu'il faut prendre en compte parce que on n'est pas forcément, on peut ne pas être d'accord avec elle. Et le plus grand des maux, c'est de subir l'injustice sans pouvoir se venger. Okay, être impuissant face à l'injustice qu'on subit. Augustin. Sans pouvoir se venger de l'injustice. On parle de quel genre d'injustice? Bah, le fait, par exemple, d'être volé, le fait d'être molesté, sans qu'il y ait de conséquences derrière. Okay,
c'est le fait de subir tout simplement des torts sans pouvoir réparer d'une manière ou d'une autre ces torts. C'est ça l'injustice. Mais alors le truc qu'il faut bien comprendre, c'est ça l'originalité de la thèse de Glaucon, c'est que pour nous, le plus grand des biens, c'est de pouvoir commettre l'injustice sans se faire prendre. Je poursuis la lecture du texte. Enfin non, parce que là ça va bientôt sonner. Pour la prochaine fois, quand est-ce qu'on se voit d'ailleurs la prochaine fois? Vendredi en classe entière, là encore. Ok. En demi-groupe, ouais. Enfin oui, ce qui est devenu la classe entière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de l'EMC, quoi. Pour vendredi, donc, demandez-vous la chose suivante. Si vous aviez le pouvoir d'être invisible, que feriez-vous? Et ben voilà, vous avez compris Glaucon.